Bonjour à tous et bienvenue dans ce Cube, un résumé du livre The Smartest Guys in the Room de Bethany McLean et Peter Elkind, paru en 2004 aux éditions Penguin. Bethany McLean est une journaliste américaine spécialisée dans le monde de la finance. Elle est la première journaliste à questionner publiquement les résultats d'Enron et à suspecter la firme de fraude. Son article choc « Is Enron overpriced ?» fait la une de tous les journaux spécialisés et va confirmer les inquiétudes naissantes de Wall Street sur le statut de la firme. Peter Elkind, quant à lui, est un reporter d'investigation primé qui a notamment écrit pour le New York Times et le Washington Post. Leur ouvrage, The Smartest Guys in the Room, révèle les dessous d'un des plus gros scandales financiers aux États-Unis. Il raconte l'ascension et la chute d'Enron, entreprise du secteur de l'énergie qui a construit sa renommée à Wall Street sur des mensonges et des pratiques commerciales trompeuses. En écoutant ce Cube, vous découvrirez l'histoire d'Enron, de ses débuts jusqu'aux erreurs fatales qui ont conduit à sa faillite. Dans ce Cube, 3 idées clés sont développées. Dans la première idée clé, je vous raconterai les débuts d'Enron et son ascension en bourse. Puis, les choses se compliquent dans la seconde idée clé. On verra comment Enron a tenté de camoufler ses mauvais résultats et comment elle a précipité sa chute. Enfin, dans la troisième idée clé, je vous partagerai les 3 leçons à retenir de cette histoire. Allez, découvrons tout ça ensemble. Je vous raconte donc les débuts d'Enron dans cette première idée clé. L'histoire d'Enron commence comme toutes les histoires d'entreprises à succès. Tout commence avec Ken Lay, un homme d'affaires américain. En 1970, après la crise énergétique qu'a subie les États-Unis, le prix du gaz naturel est totalement déréglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tarification plancher et le secteur peut donc fixer les prix de l'énergie à sa guise. Ken Lay y voit tout de suite une opportunité et décide de profiter de cette déréglementation. À l'époque, Ken Lay travaille à la Houston Natural Gas, un service public de production d'énergie situé à Houston. Pour vous donner une idée, la Houston National Gas, c'est l'équivalent d'EDF en France. En 1985, à la suite de difficultés financières, la Houston Natural Gas est rachetée à des conditions financières très favorables par Internorth, une des plus grandes sociétés énergétiques américaines. Pour Ken Lay, les planètes sont alignées. La crise énergétique a dérégulé le marché et la Houston Natural Gas est désormais financée par une des plus grandes sociétés américaines. C'est donc le moment ou jamais de créer un nouveau modèle d'entreprise et d'augmenter le chiffre d'affaires de la Houston Natural Gas. En 1986, Ken Lay prend le contrôle du conseil d'administration et devient PDG de l'entreprise. Il décide très vite de la nommer Enron. La question maintenant était de savoir quel nouveau marché créer et aussi comment. Surtout que tout ne se passe pas exactement comme Lay l'avait prévu. Déjà, malgré la dérégulation du marché du gaz, les prix du secteur restent très bas du fait d'une surabondance de gaz. Ensuite, Enron était une entreprise publique. Il était donc difficile de faire réellement évoluer les prix de son offre et surtout de créer un modèle vraiment innovant à l'instar d'une entreprise privée. Donc, de toute évidence, Ken Lay est à court d'idées. Mais un homme bien connu chez Enron va lui donner une idée. Cet homme, c'est Jeff Skilling. Jeff Skilling est un consultant en stratégie du cabinet de conseil McKinsey qui a travaillé pendant plusieurs années pour le compte d'Enron. Jeff Skilling est connu pour son tempérament agressif en affaires. Ken Lay l'apprécie d'ailleurs particulièrement pour ce trait de caractère, mais vous verrez plus tard dans le Cube que c'est précisément la personnalité de Skilling qui va faire sombrer Enron. Mais pour l'instant, nous sommes en 1987. Jeff Skilling et Ken Lay discutent de l'orientation à donner à Enron, dont les bénéfices stagnent. C'est alors que Skilling propose de placer Enron sur le marché boursier de l'énergie à terme. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre le temps de définir ce qu'est un marché boursier à terme. Un marché boursier à terme, c'est un marché dont l'achat et les ventes d'actions en bourse sont différés dans le temps. En fait, il existe 2 types de marchés en bourse. Il y a le marché au comptant, c'est-à-dire que l'échange des titres financiers fait l'objet d'un règlement immédiat. Et il y a les marchés à terme, c'est-à-dire que les prix des titres, des devises ou des produits boursiers sont fixés immédiatement par l'entreprise, mais l'opération de vente ou d'achat en elle-même est différée. L'avantage principal d'un marché à terme est de couvrir l'entreprise en cas de fluctuation des prix. Pourquoi ? Eh bien parce que le paiement différé permet d'obtenir un règlement qui sera aligné sur la réalité du marché au moment T.
Pour vous donner un exemple, le premier marché à terme a été mis en place en 1848 par la Bourse du commerce de Chicago pour les entreprises agricoles. L'idée était de permettre aux producteurs de matières premières agricoles et aux industriels de maintenir leurs bénéfices au cas où le coût des matières premières augmentait. Du coup, un producteur de blé pouvait vendre par avance sa récolte à un prix convenu d'avance sans être impacté par une baisse éventuelle du cours du blé. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'est un marché à terme? Bien, reprenons donc l'histoire d'Enron. Au sein de ce marché à terme, Skilling propose une stratégie. Enron joue le médiateur entre les producteurs de gaz et les acheteurs de gaz. Il aide les producteurs de gaz à fixer un prix et négocie avec les acheteurs de gaz en cas de fluctuation des coûts. Le tout en se faisant évidemment une marge non négligeable. Pour négocier ces fameux contrats à terme, les producteurs fournissent du gaz à Enron en échange d'argent pour développer des réserves. Avec cette stratégie, Enron se construit une réputation d'entreprise innovante et redoutable sur le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le principe du marché à terme existe depuis 1848, c'est la première fois que ce système est mis en place pour une entreprise du secteur de l'énergie. Concrètement, avec ce système, le gaz naturel devient une marchandise. En 1991, forte de ce nouveau modèle économique, Enron devient la Enron Capital and Trade Resources et réalise un bénéfice de près de 280 millions de dollars, soit 20% de plus que l'année précédente. Un résultat prometteur qui séduit les traders de Wall Street. Enron grimpe en bourse et augmente sa capitalisation boursière. C'est la route vers le succès qui se dessine pour Enron. Skilling et Lay ne s'arrêtent d'ailleurs pas en si bon chemin et ils lancent la firme à l'international. La branche d'Enron International commence à Teesside, au Royaume-Uni, avec à sa direction Rebecca Mark, une femme d'affaires américaine. Quand elle est recrutée par Ken Lay, celui-ci lui donne un objectif et un seul, celui de conclure le plus d'accords commerciaux possible. Alors, Rebecca Mark parcourt le monde, signant des contrats de production de gaz dans des dizaines de pays. Elle positionne Enron à l'international comme un gestionnaire financier fiable et redoutable sur le marché. Cependant, l'arrivée d'Enron sur le marché à l'international n'est pas toujours vue d'un bon œil. Le premier scandale arrive en 1992 dans la province de Dabhol, en Inde. Dans cette région, qui rencontre des difficultés à financer des infrastructures, les pouvoirs politiques décident de conclure un accord avec Enron. L'idée est de garantir un achat à long terme de gaz à prix élevé. Le problème, c'est que des opposants politiques, soutenus par la population indienne, y voient surtout un opportunisme et la preuve d'une mondialisation qui ne bénéficiera pas au pays sur le long terme. Le développement des pipelines de la Dabhol Power Company est perturbé et de nombreux soutiens financiers, principalement des banques américaines et européennes, se retirent du projet. Du coup, Enron doit très souvent assumer le financement et donc s'endetter pour poursuivre le projet. Malgré tout, la firme continue de spéculer en bourse et camoufle ses dettes pour ne pas susciter l'inquiétude des marchés boursiers. Surtout que Wall Street attend des résultats. Enron a promis aux traders de Wall Street une croissance de son entreprise de 15% par an. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une croissance de 15% par an, pour une entreprise publique du secteur de l'énergie, eh bien c'est énorme. C'est donc une promesse très ambitieuse, mais surtout très risquée. Pour autant, la détermination et la confiance de Jeff Skilling et Ken Lay rassurent les investisseurs. Mais les difficultés d'Enron se font vite ressentir sur les résultats. Après les perturbations des accords commerciaux à l'étranger, Enron ne gagne plus que 105 millions de dollars en 1997, soit une baisse de chiffre d'affaires de 82% par rapport à 1996. Ken Lay est donc au pied du mur. Il doit rassurer les investisseurs, tenir sa promesse tout en épongeant les dettes cumulées par les projets étrangers avortés. Une situation particulièrement instable qui pousse Skilling à commettre l'irréparable pour maintenir les chiffres à la hausse, la fraude boursière. Pour camoufler ces mauvais résultats, Enron décide en effet de frauder, notamment en suivant de mauvaises pratiques commerciales. Premièrement, Skilling, qui devait être le bras droit de Lay, décide de changer l'appellation d'Enron en bourse. Plutôt que de se définir comme une société de spéculation, Skilling choisit de définir Enron comme une société de logistique. Pourquoi changer ce statut? Eh bien, en devenant une société de logistique et non de spéculation, Enron peut fournir de l'électricité à n'importe quelle usine et à n'importe quel client. Ça lui permet également d'avoir une couverture et de justifier le montant de ses dettes. Et oui, la crainte de Skilling, c'est que Wall Street découvre le montant des dettes et prenne conscience de sa mauvaise gestion financière. Une société de spéculation qui a des dettes est très peu crédible en bourse.
Mais c'est pas tout. Skilling a multiplié les mauvaises pratiques commerciales, quitte à mentir et à manipuler les chiffres de l'entreprise. Par exemple, chaque fin de trimestre, les dirigeants des succursales d'Enron devaient se démener pour combler le manque à gagner de l'entreprise et couvrir les pertes, quitte à mettre en péril l'entreprise sur le long terme. Ils faisaient notamment signer des accords commerciaux dans l'urgence en acceptant des conditions de clientèle coûteuses pour Enron. Tout était bon pour rassurer les investisseurs. Skilling n'hésitait pas, par exemple, à réévaluer les projections de bénéfices pour les rendre plus optimistes alors qu'elles étaient déjà très surestimées. Toutes ces mauvaises pratiques commerciales ont créé des flux de trésorerie et des bénéfices fictifs, c'est-à-dire qui n'étaient pas réels. Une situation qui, vous vous en doutez, ne va pas durer longtemps et va accélérer la chute d'Enron. On arrive à la fin de la première idée clé. Les débuts d'Enron semblaient pourtant annoncer un avenir radieux. Un marché dérégulé, une entreprise rachetée par une des plus grandes sociétés américaines. Pour Ken Lay, le PDG de la firme, c'était le bon moment pour investir et créer un nouveau marché. Pourtant, les affaires vont très vite se compliquer. Les accords commerciaux à l'étranger sont perturbés et les attentes des traders de Wall Street sont inatteignables. Une situation compliquée qui s'ajoute aux mauvaises pratiques commerciales de Skilling pour camoufler la crise et rassurer les investisseurs. On comprend alors d'où vient la chute d'Enron. De mauvais choix, des pratiques commerciales douteuses et l'entêtement d'un associé opportuniste qui mènera la firme à sa perte. C'est de cette chute dont on va parler dans la seconde idée clé. Malgré tous les efforts d'Enron pour dissimuler ses pertes et camoufler ses dettes, le doute s'installe dès la fin de l'année 2000. L'année 2000 marque également un tournant pour la firme. En décembre, Jeff Skilling remplace Ken Lay en tant que PDG. On l'a vu dans la partie précédente, Skilling n'est pas vraiment du genre intègre et honnête dans ses pratiques commerciales. En le plaçant à la tête de la firme, Ken Lay fait donc une grosse erreur. Il lui laisse carte blanche pour poursuivre la fraude et enfoncer un peu plus Enron dans la crise. En tout cas, ce changement de direction alimente encore plus les inquiétudes quant à la santé d'Enron, aussi bien en interne qu'en externe. L'année qui suit, l'année 2001, marque véritablement le début de la chute pour Enron. De plus en plus de signes font naître le doute sur Enron. Entre autres, les investisseurs réalisent qu'il y a très peu de transparence quant aux transactions faites par la firme. En faisant des recherches, des journalistes spécialistes de la bourse découvrent notamment que Lay et Skilling vendent une grande partie de leurs actions, signe de la fébrilité de leur situation financière. Wall Street se questionne également sur les dettes d'Enron. Il est normal pour une entreprise d'avoir quelques dettes. Cependant, il y avait clairement une incohérence entre le niveau d'endettement et les projections de bénéfices annoncées par Skilling. Finalement, personne, ni les journalistes financiers ni les investisseurs, n'arrivaient vraiment à expliquer comment Enron gagnait de l'argent. La crise que connaissait Enron se faisait également ressentir dans le comportement même de Skilling, d'ordinaire sûr de lui. En avril 2001, lors d'une conférence de presse à Wall Street, Skilling insulte un journaliste qui déclare qu'Enron est la seule entreprise à ne pas pouvoir publier ses bilans ou ses flux de trésorerie. Une réaction qui a surpris tous les analystes boursiers. En effet, un PDG doit être capable de répondre aux questions les plus difficiles avec aplomb et diplomatie. Et la chute continue. En mai 2011, un chercheur publie un article dans lequel il analyse les flux de trésorerie d'Enron. Il analyse que sur les 4,8 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation déclarés par Enron, 2 milliards de dollars provenaient des dépôts de ses clients, 1 milliard de dollars provenaient d'une vente ponctuelle de stock et 1,5 milliard de dollars supplémentaires résultaient d'un prépaiement. Qu'est-ce qui cloche dans ces chiffres ? Eh bien, une entreprise qui fonctionne bien en bourse doit avoir dans son flux de trésorerie plus de résultats en prépaiement qu'en dépôt de clients. Et comme je vous le disais, les inquiétudes se font également ressentir en interne. Certains employés n'hésitent pas à questionner publiquement Skilling. Un jour, un employé interpelle Skilling en conférence de presse et lui demande quelle stratégie il compte mettre en place pour gagner 1 demi-milliard d'euros par an, comme il l'a annoncé. Ce à quoi Skilling n'a pas pu répondre, évidemment. Peu à peu, les dominos s'écroulent. La fin approche pour Enron. Le premier signe de la chute, c'est bien entendu le cours de l'action d'Enron qui s'écroule. Alors qu'il était à 82 $ lors de la conférence de presse en avril 2001, il s'effondre à moins de 55 $ en mai 2001. Ce qui est frappant aussi, c'est que les mensonges de Skilling ne prennent plus. En juillet 2001, Skilling annonce qu'Enron a battu son record de bénéfices. Pourtant, le cours de l'action n'a pas bougé. La raison est simple, le marché était devenu sceptique, plus personne ne croyait au succès de la firme.
Après seulement 6 mois en poste, Skilling est licencié de son poste de PDG en août 2001. Le conseil d'administration décide alors de faire revenir Ken Lay, pour qui les investisseurs éprouvent plus de sympathie et surtout en qui ils ont plus confiance. Mais après avoir laissé les rênes à Skilling, difficile pour Lay de réparer les pots cassés et de sauver l'entreprise. Après des décennies de mensonges, de tromperies et de pratiques commerciales douteuses, Enron annonce qu'elle fait faillite le 2 décembre 2001. Avant ça, le cours de son action était passé de 40 à 0,26$ en novembre 2001. Cette seconde idée clé vous a permis de mieux comprendre comment Enron est passé d'une entreprise prometteuse à une des plus grandes faillites de l'histoire américaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opportunisme et les mensonges de Jeff Skilling n'auront pas suffi à berner les investisseurs qui ont très vite compris qu'un arbre cachait la forêt de dettes sous laquelle croulait Enron. Malgré tout, cette énorme faillite pose des questions. Comment Enron a-t-elle pu camoufler ses mauvais résultats pendant autant d'années ? Comment éviter que de telles fraudes se produisent à l'avenir ? Pour finir ce coup, intéressons-nous, dans la troisième idée clé, aux 3 leçons à retenir de cette histoire. La question qui revient le plus quand on analyse l'histoire d'Enron, c'est de se demander pourquoi personne en interne n'a dénoncé les mensonges de Skilling. Les commerciaux, les clients ou encore les partenaires auraient pu mettre au jour les actions de Skilling bien avant que l'entreprise ne fasse faillite. La réponse, c'est que la plupart des gens qui auraient pu intervenir ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient un intérêt personnel à maintenir Enron dans le mensonge. Et oui, pour museler ses salariés, Skilling avait en effet incité les employés à acheter des actions auprès d'Enron. Du coup, en dénonçant les mauvais résultats de la firme, ils risquaient eux-mêmes de voir leur situation financière en péril. Comme on l'a vu dans la seconde partie du Cube, une des plus importantes fraudes d'Enron consistait à masquer les pertes et les dettes de la firme à l'aide de mensonges et de pratiques commerciales malhonnêtes. Il y a 2 autres pratiques commerciales en particulier qui ont finalement été contre-productives et conduit Enron à la chute. Premièrement, quand Enron perdait un projet, comme le projet du pipeline de Dabhol en Inde, Skilling ne le plaçait pas en perte dans le flux de trésorerie. Au contraire, il comptabilisait les coûts en tant qu'actif pour faire grimper la capitalisation boursière d'Enron. Mais quand les mauvais résultats de la firme ont été dévoilés, cette pratique malhonnête a eu un effet bien pire que si les projets avaient été simplement placés en perte. Elle a fait considérablement chuter la capitalisation boursière et le cours de l'action d'Enron. Deuxièmement, Skilling maintient en vie les transactions mortes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les transactions boursières qui n'avaient pas abouti, comme une vente d'actions, étaient maintenues dans le bilan comptable trimestriel pour gonfler les résultats. Le problème, c'est que ces transactions fictives font grimper la dette d'Enron. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces décisions ne sont le fait que d'un seul homme, Jeff Skilling. C'est d'ailleurs la 3e et dernière erreur fatale commise par Enron. Si l'entreprise a fait faillite, c'est aussi et surtout parce qu'elle avait à sa tête des personnes qui n'avaient pas un état d'esprit honnête et intègre. Parmi ces personnes, la plus dévastatrice pour la boîte est bien entendu Skilling, en tant que PDG. Agressif, opportuniste et véreux, ce sont ces pratiques qui ont conduit Enron à la faillite. Mais qu'en est-il de son directeur financier ? Andy Farlow, le directeur financier d'Enron, dès 1990, n'a pas dénoncé les actions de son supérieur, bien au contraire. Il a validé les fausses projections de bénéfices ainsi que les faux bilans comptables. Quant à Ken Lay, il cherchait davantage à se faire apprécier de ses employés et se construire une notoriété publique qu'à faire grandir l'entreprise. Ce tempérament faisait de lui un manager peu compétent puisqu'il évitait les conflits et les situations difficiles, laissant son homologue Skilling tout gérer. De manière générale, Enron n'a pas fait les bons choix de recrutement. Tout au long de son histoire, elle a généralement promu des personnes qui étaient davantage centrées sur elles-mêmes que sur la longévité de l'entreprise. Une leçon à retenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On arrive à la fin du coup. Vous connaissez désormais les coulisses de la chute d'une des entreprises les plus prometteuses des États-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opportunisme et la malhonnêteté des dirigeants d'Enron ont conduit la firme à sa perte. En voulant à tout prix maximiser les profits malgré une situation économique très instable, Jeff Skilling et Ken Lay se sont engouffrés dans des mensonges et des pratiques commerciales douteuses qui ont trompé tout Wall Street. Mais une tromperie ne le reste jamais très longtemps. Moins de 20 ans après sa création, Enron chute et fait faillite, plongeant ses investisseurs dans la banqueroute. Quant à Skilling, Lay et son directeur financier Andy Farlow, ils écoperont tous les 3 d'une peine de prison de plusieurs années. Une histoire qui doit servir de leçon et inciter à plus de transparence et d'honnêteté dans le monde des finances.
Ce qu'il faut retenir de ce coup, c'est que la société Enron a été fondée en 1986 par Ken Lay. C'est une entreprise publique de production de gaz naturel. La création d'Enron survient dans un contexte qui semblait propice au succès du marché. Le marché du gaz était dérégulé à la suite de la crise énergétique de 1970 et la firme venait d'être rachetée par Internorth, une des plus grandes sociétés d'énergie américaines. Ken Lay et son bras droit Jeff Skilling décident d'investir en bourse et de placer Enron dans le marché boursier à court terme. Le marché boursier à court terme, c'est un marché dont l'achat et la vente d'actions en bourse sont différés dans le temps. Cette stratégie était novatrice dans le secteur de l'énergie et aurait dû assurer le succès d'Enron sur le long terme. Cependant, Enron fait face à de nombreux obstacles, dont un principal. Sa filiale à l'international, Enron International, ne parvient pas à faire aboutir ses projets. Petit à petit, l'entreprise s'endette. Mais pour rassurer les investisseurs et Wall Street, à qui elle a promis une croissance de 15% sur un an, elle décide de masquer ses pertes. Skilling prend alors des décisions commerciales dangereuses et malhonnêtes. Entre autres, il fait des fausses projections de bénéfices, il signe des accords commerciaux dans l'urgence et il fait passer ses pertes pour des actifs boursiers. Finalement, en 2001, l'inquiétude grandit à Wall Street et de plus en plus de personnes, dont des journalistes et même des employés de la firme, questionnent les incohérences d'Enron dans ses résultats. Le 2 décembre 2001, Enron annonce sa faillite. Ses dirigeants sont condamnés à plusieurs années de prison et l'entreprise Enron disparaît. Voilà, le couple de The Smartest Guys in the Room touche à sa fin. Vous connaissez désormais l'histoire de l'ascension et de la chute d'Enron, un des plus grands scandales financiers aux États-Unis.